Ok, super, je commence. Alors voilà, donc l'objet d'exposer ce soir, c'est de parler donc des différentes niches d'habitabilité dans le système solaire. En fait, si vous voulez, actuellement, il y a une inflation du nombre d'exoplanètes qui sont découvertes. On est rendu à plus de 4000 exoplanètes à ce jour qui ont été découvertes depuis la première en 1995, depuis l'Observatoire de Haute-Provence par les astronomes Michel Mayor et Didier Queloz, qui ont eu le prix Nobel de physique en 2019, grâce à cette découverte. Donc depuis 4000 exoplanètes ont été découvertes, dont certaines se retrouvent avec des caractéristiques qui sont très proches de celles de la Terre. Et évidemment, la grande question qui est sous-jacente est est-ce qu'il y a de la vie dans ces planètes? Alors avant d'essayer de répondre à cette question, j'aimerais bien faire d'abord un retour vers le système solaire pour vous expliquer que la notion d'existence de forme de vie dans le système solaire n'est pas tranchée. Et il existe actuellement de nombreux endroits dans le système solaire qui pourraient receler la vie à ce jour. Évidemment, vous avez la Terre, mais il y a également d'autres objets dans le système solaire. Je vais vous faire ce soir une brève revue des différents objets du système solaire où l'habitabilité est favorable. Et donc, alors évidemment, parler des conditions d'émergence de la vie dans le système solaire, on ne peut pas ne pas mentionner l'existence de la Terre, le cas de la Terre, qui est une planète évidemment avec un climat qui est très stable et qui est en grande partie couverte d'eau liquide, et cette eau liquide était présente pratiquement pendant toute l'existence de la Terre. Et le fait qu'il y ait cette eau liquide à la surface de la Terre, ça a pu favoriser l'émergence de la vie. Alors attention, on- la quantité d'eau sur Terre est infime. Terre qui est couverte par de l'eau, mais par contre en masse, en fraction massive, c'est environ 10-4, donc en gros un dixième de la masse de la Terre. Donc autant vous dire que pour un astronome, cette fraction d'eau est ridicule elle est même négligeable. Mais par contre, cette fraction d'eau, aussi ridicule soit-elle, a permis à la vie d'émerger telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors la question bien sûr qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a d'autres vies ailleurs, d'autres terres ailleurs? Y a-t-il d'autres planètes au climat propice et qui présentent des conditions favorables? Alors évidemment, le cas classique dans le système solaire, c'est Mars, on va en discuter. On peut peut-être aussi envisager des formes de vie qui sont complètement différentes. L'illustration qui est en bas à droite de la diapositive que vous voyez ici, c'est une vue d'artiste évidemment, on voit des espèces d'organismes qui se nourrissent d'hydrogène dans l'atmosphère de Jupiter. Et la présence d'une écologie, d'un environnement habitable dans Jupiter avait été proposée en 1970 par l'astronome américain qui s'appelait Carl Sagan. Et voilà, c'est une question ouverte. Bon, on n'y croit pas trop, mais enfin, pourquoi pas envisager d'autres formes de vie qui se servent par exemple de l'hydrogène pour lui apporter de l'énergie. Revenons à un cas qui est proche d'une autre. La vie telle qu'on la connaît sur Terre, euh, selon l'expérience que l'on connaît, c'est une chimie du carbone qui est en solution dans l'eau liquide. En d'autres termes, il vous faut de l'énergie, du carbone, de l'eau liquide et du temps. Il vous faut beaucoup de temps pour que l'eau puisse émerger. C'est du moins l'expérience que l'on a sur l'environnement terrestre. Et on voit qu'il y a un lien qui est extrêmement proche entre la vie et la présence d'eau liquide, tout au moins sur Terre. Alors, il a fallu beaucoup de temps pour que la vie puisse émerger sur Terre, puisque on estime qu'aujourd'hui, bon, la vie est apparue peut-être au bout les premières formes primitives de vie ont peut-être pu apparaître au bout d'un milliard d'années, mais les cellules eucaryotiques, bon, qui sont un peu plus sophistiquées, elles ont mis quand même un certain temps à apparaître, il y a environ un milliard et demi d'années. Alors, il faut savoir que l'atmosphère de la Terre, au départ, était dominée par le dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone a été remplacé par l'oxygène il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ 2 milliards d'années. Donc, au départ, la Terre avait des conditions qui étaient assez proches de celles de Vénus à ce moment-là. La Terre et Vénus, on dit toujours que c'était des planètes qui étaient sœurs. Alors, voici une chronologie de l'apparition de la vie de la Terre. Donc, la Terre s'est formée il y a 4 milliards et demi d'années. Les cellules prokaryotiques sont formées, les prokaryotes sont formés il y a un peu plus de 3 milliards d'années, les eucaryotes entre 1 et 2 millions d'années. Et on voit que les premiers organismes dans l'eau, c'est très récent, les premiers organismes un peu évolués. Donc on voit par exemple que ça a apparu il y a environ 500 millions d'années. La sortie de l'eau des premiers poissons, ça date d'environ 200 millions d'années. Et à partir de là, vous avez eu les dinosaures et les mammifères pour donner lieu à la naissance des hominidés, dont nous sommes il y a environ 7 millions d'années. Alors,
ça c'est ce qu'on voit grâce à la géologie, la paléontologie. Il y a une manip qui est très intéressante qui a été faite en laboratoire dans les années 50 par un biologiste, un biochimiste qui s'appelait Stanley Miller. Stanley Miller a voulu faire une manip, une expérience en laboratoire où il a essayé de reproduire les premières conditions de vie. C'est-à-dire qu'en gros, il a mis dans un ballon étanche un gaz dont la composition est analogue à celle de la Terre primitive, H2O, avec de l'eau, du méthane, de l'ammoniac, de l'hydrogène, du monoxyde de carbone. Et dans cet environnement, donc sous vase fermé, il a envoyé des arcs électriques et la condensation, il y a eu des processus de distillation, de condensation, et le mélange résultant est un analogue de l'océan terrestre. Et dans cet océan, dans ce qu'il a représenté comme étant un océan, il a trouvé des composants très importants, dont certains acides aminés. Et ces acides aminés sont des éléments constitutifs de la vie. Alors, donc c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Ça veut dire dans sa simulation expérimentale que des briques de la vie peuvent apparaître naturellement lorsque les conditions thermodynamiques et chimiques sont réunies. Alors, son expérience a pu montrer que nul besoin d'intervention divine pour que des briques de la vie semblent apparaître, en particulier donc les acides aminés. Alors, toujours est-il que du point de vue de l'astronome, les conditions requises à l'émergence de la vie sont les suivantes. Il faut deux critères pour satisfaire à cette contrainte. C'est d'une part avoir la distance entre la planète et l'étoile qui soit la plus adéquate possible pour que la température moyenne de surface permette à l'eau liquide d'exister. Et pour que l'eau soit liquide, même si la planète est à la bonne distance de l'étoile, il faut qu'il y ait une atmosphère suffisamment dense pour que la pression exercée permette à l'eau d'être liquide. Mais pour qu'il y ait une atmosphère qui soit pérenne, il faut que la planète soit suffisamment massive pour qu'elle puisse la retenir. Et évidemment, quand on parle d'atmosphère comme celle de la Terre, qui est une atmosphère de dégazage, il faut aussi la présence de fumeurs et de volcanisme. Donc voilà, tous ces paramètres ensemble peuvent, donc la taille de la planète et la distance à l'étoile, peuvent, dans certaines conditions, donner lieu à l'émergence de la vie à partir d'eau liquide. Et on définit toujours d'une manière classique que l'eau est liquide sur une planète dans la zone d'habitabilité autour d'une étoile. Donc la température donc, en surface d'une planète dépend évidemment de l'énergie stellaire incidente, donc la distance de la planète à l'étoile. Donc évidemment, plus la planète est proche de l'étoile, plus elle sera chauffée, alors qu'au contraire, plus elle s'éloigne, plus elle sera froide. Évidemment, ça dépend aussi de la distribution spectrale de l'énergie lumineuse, le spectre lumineux de la lumière. Donc le spectre de l'étoile de type naine blanche du Soleil permet donc à la Terre d'abriter la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça dépend aussi des propriétés réfléchissantes de la surface. Il faut que la surface puisse absorber une partie de l'énergie. Il faut que celle-ci soit pas seulement réémise, il faut une partie soit captée par la surface pour qu'elle soit chauffée. Et pour ceci aussi, ça dépend des propriétés radiatives de l'atmosphère. Donc en gros, il faut qu'il y ait un certain effet de serre, pas trop non plus pour que ça ressemble à Vénus, mais il faut qu'il y en ait un certain pour que la chaleur puisse être emmagasinée. Donc ça dépend des gaz présents, des nuages, des aérosols, qui ont des caractéristiques très particulières d'absorption, de diffusion et d'émission de la lumière. Alors qu'est-ce qui va contrôler le climat? Comme je vous disais tout à l'heure, le rayonnement du soleil. Et je vais vous montrer un schéma classique où on met en perspective les 4 planètes internes du système solaire. Vous avez donc à gauche le Soleil, ensuite Mercure, Vénus, la Terre et Mars. En distance relative au Soleil, si on définit comme étant une unité astronomique la distance entre la Terre et le Soleil, donc on a mis à l'échelle de la distance Terre-Soleil les autres planètes, on voit que Vénus est à 0,7 fois la distance Terre-Soleil et que Mercure est à 0,4 fois la distance Terre-Soleil. Et à son tour, Mars étant plus éloigné, elle est à environ 1,5 fois la distance Terre-Soleil. Eh bien, on sait que la Terre reçoit à peu près 342 watts par mètre carré dû au rayonnement solaire. Alors, les quelques ingénieurs que vous êtes, vous savez que l'énergie lumineuse, l'intensité est en 1 sur R2, est en 1 sur la distance au carré de l'étoile. Et donc, par exemple, si la Terre reçoit 342 watts par mètre carré à sa surface, dans le cas de Mercure, c'est 2250 watts par mètre carré, donc c'est un vrai barbecue, il n'y a pas de problème. La surface est chauffée à bloc. À côté de ça, Vénus reçoit seulement 660 watts par mètre carré, donc elle est quand même plus chauffée que la Terre, pratiquement 2 fois plus, mais beaucoup moins que Mercure. Et enfin, Mars reçoit 150 watts par mètre carré. Donc ça, c'est l'énergie incidente. Okay, alors maintenant, il faut voir l'énergie qui est retenue par la planète. Et ça, c'est ce qu'on voit ici dans le cas de la Terre. On voit que grâce à l'atmosphère terrestre,
une grande partie de l'énergie reçue est réémise vers l'espace. Vous avez environ 30% d'énergie reçue du Soleil qui est réfléchie par l'atmosphère et la surface. Donc c'est énorme. Donc 70% seulement de l'énergie donc traverse l'atmosphère. Et sur ces 70%, vous avez environ 20% d'énergie qui est absorbée par l'atmosphère et les nuages. Donc ça veut dire que seulement la moitié du flux incident émis par le Soleil est absorbé par la surface de la Terre. Donc sur les 342 watts par mètre carré, vous avez seulement 170 watts par mètre carré qui se retrouvent à peu près absorbés par la surface de la Terre. Et ça, donc, la partie qui est absorbée par l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet de serre. C'est ce qui crée sur le réchauffement climatique notamment. Alors, on peut regarder ce que ça donne pour les autres planètes. Alors, comme je vous disais, sur ce tableau, vous voyez ici à gauche la distance relative entre les planètes et le Soleil. Donc, la distance Terre-Soleil, c'est toujours 1. Les chiffres que je vous donne verticalement ici à gauche, ce sont les distances entre les autres planètes et le Soleil. Deuxième colonne, c'est le rayonnement solaire, en watts par mètre carré que je vous ai indiqué. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la température d'équilibre. La température d'équilibre d'une planète, ça veut dire que c'est la température qu'elle aurait en surface si elle n'avait pas d'atmosphère. Et vous voyez par exemple dans le cas de Mercure, la température d'équilibre est à 162 degrés Celsius et la mesure de la surface est à 180 degrés Celsius. On va dire que les deux températures sont à peu près en accord. Dans le cas de Vénus, c'est carrément, il y a une différence qui est monstrueuse, la température d'équilibre est de moins 10 degrés, et pourtant la température en surface est de 453 degrés Celsius. Dans le cas de la Terre, la température moyenne devrait être d'environ moins 19 degrés Celsius pour la température d'équilibre, alors que la température mesurée moyenne est de 15 degrés Celsius. Dans le cas de Mars, la température prédite par le calcul de la température d'équilibre est de moins 55 degrés Celsius, alors qu'elle est mesurée à moins 43. Ce qui crée ces désaccords que vous voyez dans le cas de la Terre et Vénus, c'est tout simplement la présence d'une atmosphère qui est très dense. Dans le cas de Vénus, vous avez un effet de serre qui est carabiné, et c'est ce qui crée cette différence de température entre la température d'équilibre qui est prédite sans atmosphère et celle qui est liée à la présence d'une atmosphère. Dans le cas de la Terre, vous voyez que la température est quand même bien plus importante, ce qui veut dire qu'en temps normal, la Terre ne pourrait pas être habitable s'il n'y avait pas d'atmosphère. Et il y a 35 degrés d'écart entre la température d'équilibre et la température liée à l'effet de serre. Mars, l'atmosphère de Mars est très ténue, donc la différence est assez faible entre la température d'équilibre et la température relevée. Alors, je vous montre un point qui est quand même assez intéressant, c'est le diagramme de phase de l'eau. C'est un diagramme thermodynamique. Vous avez en Y la pression qui est indiquée, et en X, je vois des X, vous avez la température en Celsius. Alors, vous voyez que la phase liquide, c'est celle qui est donnée par la surface qui est couleur verte sur l'écran. La phase vapeur, c'est la phase qui est orange, et bleu, c'est la phase solide. Vous voyez par exemple que sur la Terre, donc le point de fusion à 0 degré Celsius pour une atmosphère, c'est 273 degrés Kelvin, c'est 0 degré absolu, 0 degré Celsius. Et vous voyez que le point d'ébullition pour une atmosphère, c'est 373 degrés Kelvin, pardon, c'est-à-dire 100 degrés Celsius. Donc à 100 degrés Celsius, l'eau bout pour une altitude correspondant au niveau de la mer. Et vous remarquez évidemment que plus l'altitude va augmenter, donc la pression va diminuer, et vous voyez que la température d'ébullition de l'eau diminue. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez, vous montez en pression, par exemple vous mettez à quelques degrés en négatif, vous mettez à moins 5 degrés, vous allez voir que quand vous montez en pression, l'eau peut devenir liquide bien qu'à 0 bar, à la pression du sol, elle devrait être liquide, elle devrait être sous forme de glace, pardon. Et le fait que l'eau puisse se liquéfier en pression, c'est quelque chose qui explique naturellement la présence d'océans internes dans les satellites de glace que l'on va voir un peu plus tard. Alors, ici, je vous montre une classification des mondes habitables qui a été faite par des collègues astronomes. Alors, ils sont pas embêtés, il y a la classe 1, la classe 2, la classe 3, la classe 4. La classe 1, ça correspond à des corps qui ont de l'eau liquide qui existe durablement en surface, donc c'est le cas de la Terre. La classe 2, ce sont des corps qui ont temporairement abrité de l'eau liquide en surface, mais qui ont perdu cette capacité. Soit l'atmosphère s'en est allée, et du coup l'eau est partie également, ou alors un effet de serre qui a divergé. Et c'est ce qu'on pense pour ce qui a été le cas probablement pour Mars et Vénus. On pense que ces objets primitifs avaient beaucoup d'eau. Un corps de classe 3, c'est un corps qui est avec un océan qui est sous la surface en interaction avec un manteau rocheux. Et ça, c'est l'objet Europe que vous voyez ici, qui est à gauche, en bas à gauche. Eh bien, le fait qu'il y ait de l'eau liquide en contact avec de la roche, il peut y avoir des réactions chimiques, des réactions hydrothermales. On peut avoir la création de méthane, notamment par ces
par cet hydrothermalisme, et ça peut aussi potentiellement générer des formes de vie. Et c'est ce qu'on voit dans les fonds océaniques sur la Terre. Nul besoin comment dirais-je, de lumière pour voir des formes de vie qui se développent en l'absence de lumière. Par contre, il faut une source de chaleur. Et on pense que dans ces fonds océaniques, dans les lunes de glace, il pourrait y avoir, comme Europe, cette lune de Jupiter, il pourrait y avoir des fumeurs noirs qui émettent beaucoup de chaleur. Et la classe 4, c'est un corps avec un océan sous la surface qui est disons, situé entre deux couches de glace. Et c'est ce qui est le cas, par exemple, pour Ganymède et Callisto, qui sont les deux autres lunes de Jupiter, et Titan, qui est la plus grosse lune de Saturne, qui à elle seule renferme 95% de la masse des lunes de la planète aux anneaux. Alors, donc voilà, vous avez ces différentes catégories de planètes habitables, et je vous donne aussi la définition de zone habitable, parce que c'est quelque chose qui revient de manière périodique dans les médias lorsqu'on relate la détection d'une nouvelle exoplanète, parce que le Graal en matière d'exoplanète, c'est de découvrir une planète qui serait à la fois dans la zone habitable autour de l'étoile, pour que l'eau puisse être à l'état liquide à la surface, mais aussi avec un diamètre, une dimension qui correspond à celle de la Terre, voire même, payons-nous ce luxe-là, d'être un peu plus petite. Donc la zone d'habitabilité autour d'une étoile a été définie par Hart en 1979 comme la région dans laquelle l'eau peut exister à l'état liquide à la surface d'une planète. Autrement dit, la région autour de l'étoile, où une surface planétaire peut avoir une température moyenne supérieure à 0 degré Celsius. C'est vraiment la définition de base. Et en fait, la vie est beaucoup, enfin, la vraie vie est beaucoup plus complexe, puisque par exemple, dans le système solaire, la zone habitable, elle est clairement située entre la Terre et Vénus. Et on voit que malgré cela, que l'eau existe probablement à l'état liquide dans certaines lunes autour de Jupiter et de Saturne, même d'Uranus et Neptune. Et même plus loin, si on va vers les objets transneptuniens comme Pluton, on pense qu'il pourrait y avoir justement aussi de l'eau liquide dans leurs intérieurs. Donc vous voyez, la zone habitable est située bien en amont dans le système solaire, entre 0,5 et 1,5 AU, unité astronomique, et on voit que l'eau liquide peut exister à 30 ou 40 unités astronomiques. Donc la définition de zone habitable est très restrictive en fait, pour dire que l'eau peut être liquide. Alors, autour d'une étoile, ça c'est le Soleil, donc la zone d'habitabilité est située en gros entre Vénus et Mars, quoi, avec la Terre au milieu, voilà, c'est ce que vous voyez ici. Alors, vous avez la zone habitable, vous avez aussi la zone continuellement habitable, qui est encore un effet du jargon. En fait, si vous voulez, une étoile évolue en vieillissant, une étoile comme le Soleil va émettre de plus en plus d'énergie, elle sera de plus en plus lumineuse. Ce qui va entraîner, c'est que la zone d'habitabilité autour du Soleil va s'éloigner. Et aujourd'hui, elle est située au cœur. Vous avez la Terre qui est au cœur, mais dans 1 milliard d'années, la zone d'habitabilité sera repoussée. Donc ça veut dire que dans 1 milliard d'années, la Terre ne sera plus habitable. Faites gaffe pour vos investissements boursiers ou quoi que ce soit. Ça peut avoir des implications pour dans 1 milliard d'années. Voilà. Et voici une autre illustration de la zone continuellement habitable avec le temps. Vous voyez donc une étoile. Donc elle devient de plus en plus chaude. Et vous voyez la zone habitable qui recule avec le temps. Donc vous voyez la Terre qui est au cœur de la zone habitable, et vous allez voir que cette zone habitable shift avec le temps vers la droite, vers la partie externe du système solaire. Alors vous avez donc évidemment la zone habitable aussi, elle dépend également du type de l'étoile, puisque vous avez celle-ci qui est dans la zone qui est indiquée ici en vert. Vous voyez, suivant les étoiles qui sont froides ou plus chaudes, vous voyez que la zone habitable s'éloigne ou se rapproche de l'étoile. Donc l'un des observatoires spatiaux existants, c'est Kepler, qui a découvert plusieurs milliers de planètes autour d'autres étoiles. Et bien parmi toutes ces planètes, il en a découvert un paquet qui sont dans les zones habitables, donc des planètes qui sont très massives, en tout cas, enfin beaucoup qui sont très massives, mais certaines dont les tailles se rapprochent de plus en plus de la Terre. Par exemple, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il y avait une planète qui s'appelait Proxima b qui était découverte autour de Proxima du Centaure, donc l'étoile la plus proche du Soleil. On pensait qu'il y avait donc une planète à la masse très proche de celle de la Terre, qui était située dans la zone d'habitabilité. Toujours est-il qu'aujourd'hui, dans notre galaxie, vous avez environ 100 milliards d'étoiles, et vous avez probablement autant, voire plus de planètes à graviter autour de ces étoiles. Donc, l'existence de systèmes planétaires autour des étoiles, c'est quelque chose de totalement bénin, quelque chose de banal. Et vous voyez, ça, il y a 30 ans, on n'aurait jamais dit ça. Mais a priori, c'est quelque chose qui arrive c'est normal, quoi. Il y a énormément de planètes. Donc voilà, Proxima du Centaure, donc une naine M, dont la taille est à peine plus grosse que celle de Jupiter,
eh bien, vous avez un système autour avec des planètes situées dans sa zone habitable. Alors voici quelques vues d'artistes qui vous montrent quelques candidats potentiels d'exoplanètes situées dans des zones habitables. Vous voyez bon, voilà, ce sont des vues d'artistes, évidemment, on ne connaît aucun détail des surfaces de ces objets. Voilà, on a comme des idées de distance par rapport à l'étoile, donc d'éclairement de ces surfaces, d'intensité lumineuse qui frappe ces planètes. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose. On découvre des planètes candidates tout le temps et qui sont situées dans les zones d'habitabilité. Alors comme je vous disais tout à l'heure, les niches d'habitabilité dans le système solaire sont multiples. Vous avez bien sûr Mars, vous avez les lunes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Vous avez les lunes de Saturne, Encelade et Titan. Vous avez certaines lunes d'Uranus, de Neptune, comme Triton, où la mission voyageur avait vu des geysers en 89. Donc, si vous voulez, c'est les zones il y a énormément de zones où la vie pourrait se développer dans le système solaire. Eh bien, écoutez, on va passer à Mars. Mars, évidemment, ça fait plus d'un siècle que les gens s'interrogent au sujet de cette planète. C'est probablement la planète la plus visitée du système solaire, en dehors de la Terre. Donc aujourd'hui, si des astronautes veulent y aller, il y a au moins 6 mois de voyage et 2 ans de retour, ou l'inverse. C'est une planète dont la dimension est moitié celle de la Terre, donc une masse qui est à peu près 10 fois moindre que celle de la Terre. C'est une planète qui n'a plus de volcanisme, mais par contre celui-ci était intense à une époque. A priori, il n'y a pas de tectonique sur Mars, donc pas de dérive des continents. Il y a beaucoup de signes d'hydrologie, on pense qu'il y a eu des canaux de rivières qui ont coulé. Et Mars, son atmosphère est très ténue puisqu'elle fait environ 7 millibars, donc c'est 1% celle de la Terre. En d'autres termes, on ne peut pas vivre sans scaphandre sur Mars. Si par malheur vous ouvriez votre scaphandre en étant sur Mars, vous subiriez une décompression telle que votre sang sortirait par les orifices. Souvenez-vous du film Total Recall avec Schwarzenegger. Il ne fait pas bon de s'enlever son casque sur Mars. Donc des températures avec des extrémums, puisque la température peut descendre à environ 150 K, 150 K au pôle et environ 20 degrés Celsius au maximum. En tout cas, donc l'eau ne peut pas être liquide pendant très longtemps sur Mars à la surface, elle est instable. Donc si on compare la Terre et Mars aujourd'hui, donc on voit une comparaison de leurs atmosphères. L'atmosphère terrestre, elle est composée environ de 78% d'azote, 20% d'oxygène et 1% de flotte. L'atmosphère de Mars, il y a 95% de dioxyde de carbone, 3% d'azote et un pouillème d'eau. Donc c'est vraiment, il y a quand même une grosse différence au niveau des compositions. Le composé majeur pour Mars est le dioxyde de carbone, alors que pour la Terre, celui-ci est le diazote. La pression atmosphérique de Mars, c'est de 6 à 7 millibars, donc 6-7 hectopascales, à mettre en relation avec celle de la Terre, qui est d'environ 1000 hectopascales, environ 1 bar. Et la température moyenne est de moins 60 degrés Celsius au lieu de 15. Donc Mars est une planète hostile et froide. Une planète comme Mars vous rendrait le sommet de l'Everest comme étant un endroit, comme étant un oasis. Donc il n'y a pas d'autre mot. C'est une planète qui est très hostile. Donc c'est quand même, on peut vivre sur Mars, ça relève aujourd'hui de la gageure. Donc ce qui est paradoxal sur Mars, c'est bien qu'elle ne soit pas habitable en surface, elle se situe quand même à l'intérieur de la zone habitable du système solaire. Donc la question est la suivante, pourquoi Mars n'est plus habitable aujourd'hui? Est-ce qu'elle a pu être habitable à une certaine période de son histoire? C'est ce qu'on va voir, et pendant combien de temps? Alors ici, je vous montre, c'est un petit récapitulatif des différentes missions d'exploration de Mars. Donc Mars, on la connaît très bien au niveau cartographie, on sait beaucoup de choses, pas tout encore, mais vous avez encore le robot qui va bientôt arriver, le robot, c'est pas Curiosity, j'ai oublié son nom, c'est Mars 2020 qui va arriver en février, donc un nouveau rover qui va arriver sur Mars. C'est une planète dont on prépare vraiment l'exploration martienne par l'homme. Donc cette cartographie intensive, c'est pour préparer l'arrivée de l'homme sur Mars d'ici 10 à 15 ans. Donc c'est quelque chose qui est en cours, l'exploration martienne, clairement. Voici ici la topographie de la planète Mars. Vous voyez la différence entre l'hémisphère sud, qui est grêlé de cratères, et l'hémisphère nord, qui est plutôt relativement plat. Il y a vraiment une différence d'altitude entre les deux hémisphères. L'hémisphère nord est enfoncé et plus bas que l'hémisphère sud.
Et on voit aussi que les surfaces de l'hémisphère sud sont beaucoup plus anciennes, puisqu'elles sont beaucoup plus cratérisées que l'hémisphère nord. En général, une planète, plus vous voyez de cratères sur une surface planétaire, plus cela veut dire que celle-ci est ancienne. Donc, en mesurant le nombre de cratères par unité de surface, on peut essayer de remonter à l'âge de la surface. Alors, par exemple, ici, vous voyez des endroits qui sont actuellement explorés par différents robots. Donc, Curiosity qui marche est près du cratère Gale sur Mars. Alors, que s'est-il passé sur Mars? On sait qu'il y a environ 4,5 milliards à 3,7 milliards d'années, il y a eu un bombardement météoritique intense. Et c'est ce qui a probablement créé ce bassin d'impact de 9 km qui s'appelle Hellas Planitia. Et c'est ce qui a aussi probablement créé le satellite, les lunes de Mars, Phobos et Deimos, où un impact géant a arraché la croûte de l'hémisphère nord. Donc cette croûte de l'hémisphère nord, qui a été arrachée par un impacteur, aurait donc généré les satellites de Mars qui se seraient accrétés dans un disque de matériaux localisé autour de Mars. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on voit des deltas de rivières sur Mars, des lits de rivières asséchés. Il est fort probable qu'il y ait eu donc, de nombreux écoulements d'eau il y a environ 4,5 milliards à 3,7 milliards d'années. Et donc, on voit des vallées ramifiées des deltas sur Mars. Donc, a priori, à une époque donnée, il y a eu un climat chaud et humide sur Mars. Et vous voyez ici la création d'un. Vous voyez que donc on imagine même aujourd'hui que l'hémisphère nord aurait pu être complètement noyé sous l'eau. Il aurait pu y avoir une grande étendue, un grand océan d'eau à la surface de Mars. Alors, un point qui est très intéressant, c'est qu'on a découvert des argiles sur Mars, donc des phyllosilicates, plus communément appelés argiles. Et les argiles, vous savez, c'est quelque chose qui se fait avec de l'eau, comme sur Terre. Sans eau, il n'y a pas d'argile. Et le fait de voir des argiles sur Mars laisse penser qu'il y a dû y avoir de l'eau liquide stable pendant un certain temps. Donc ça veut dire qu'à une certaine époque, l'eau était là et il y a pu y avoir des conditions favorables à l'émergence de la vie sur Mars. Donc c'est une époque qui a duré pas loin d'un milliard d'années, où le Noachien, où le climat était chaud et humide, l'eau était liquide et stable, avec des formations d'argile. Et il y a environ 3,7 milliards d'années, il y a eu un changement climatique brutal. Que s'est-il passé? Et là, on entame une nouvelle ère, c'est l'Hespérien. Et à ce moment-là, il y a eu un volcanisme actif qui a été extrêmement important. Un exemple typique de volcanisme martien, c'est le volcan Olympus Mons, qui fait 25 km de haut avec une base de 600 km de large. Vous avez là le volcan le plus important du système solaire, c'est le plus massif. Et ce volcan, a priori, était encore actif il y a environ 2 millions d'années. Vous voyez, le volcan Olympus Mons, si vous comparez avec à l'échelle de la France, ça vous montre que le volcanisme d'Auvergne, les volcans d'Auvergne sont ridicules à côté. Voilà, c'est tout petit. On pense aussi qu'il y a environ 3,5 milliards d'années, la Valles Marineris, qui est le plus grand canyon du système solaire, s'est formé. Imaginez un canyon de 4800 km de long, 200 km de large et 7 km de profondeur. Ça, c'était pendant l'Hespérien. Et à cette époque-là aussi, on a commencé à voir qu'il y avait des formations de vallées de débâcle. On sent qu'à ce moment-là, l'eau liquide commençait à foutre le camp, à partir, et elle apparaissait seulement de formation épisodique. À cette époque, le climat est passé de chaud et humide à froid et sec. Le volcanisme est devenu intensif. Et on a vu, à cause de ce volcanisme, des épisodes d'eau liquide acide, très acides, et la formation de sulfate. Que s'est-il passé entre ces deux périodes, entre le Noachien et l'Hespérien? On n'en sait rien. L'atmosphère de Mars s'est dissipée. C'est ce qui explique pourquoi l'eau liquide n'existait plus à la surface. Mais que s'est-il passé sur Mars à ce moment-là? Il y a plusieurs théories. Est-ce que, par exemple, il y a eu un phénomène solaire qui aurait pu entraîner la disparition de l'atmosphère martienne à une tempête solaire, et du coup, comme il y a eu arrêt du champ magnétique, ce champ magnétique ne protégeait plus l'atmosphère de Mars, et ça aurait pu dissiper l'atmosphère de Mars. À côté de ça, n'oubliez pas que Mars est 10 fois moins massif que la Terre. Et le fait qu'elle soit moins massive, elle était moins encline à garder son atmosphère par rapport à la Terre. C'est une question qui est toujours débattue. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout n'est pas encore expliqué. Donc voilà, à cette époque-là, l'Hespérien, vous avez eu ensuite, il y a 3 milliards après l'Hespérien, donc qui s'est terminé il y a environ 3 milliards d'années, vous avez eu la période où la surface de Mars est devenue rougeâtre,
rougeâtre à cause de la présence de rouille à la surface de Mars, cet oxyde de fer, et, euh, et depuis ce temps-là, quasiment, il ne s'est rien passé. Depuis par exemple pratiquement 3 milliards d'années, Mars, sa surface est très très analogue, très très proche à celle qu'on connaît aujourd'hui. Vous voyez ici par exemple les calottes polaires qui sont dominées par du dioxyde de carbone, vous avez aussi de l'eau. Donc ces calottes, elles peuvent faire jusqu'à 3 km d'épaisseur et 1500 km de diamètre. Donc à elles seules, elles constituent des réservoirs d'eau assez importants. Vous avez ici la surface de Mars, prise en photo par le robot, j'ai oublié son nom, c'était un petit lander qui a été construit sous PHI de l'Université d'Arizona. Le nom m'échappe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce robot a gratté un peu la surface avec une petite pelle. Et dès qu'elle a gratté, dès que la surface a été grattée sur quelques centimètres, vous voyez que la glace apparaît. C'est ça qui est extraordinaire. La glace d'eau est très très proche de la surface. Il y a au bout de quelques jours, bien sûr, celle-ci s'était sublimée parce qu'elle pouvait pas, elle était plus stable au contact de l'atmosphère. Donc l'eau, elle est partie. On pense aussi que sur Mars, il y aurait de nombreux lacs subglaciaires, comme il y en a sur Terre, par exemple en Antarctique, donc des lacs d'eau liquide qui seraient sous-jacents, qui seraient cachés dans le pergélisol martien. On pense que Mars est entouré d'un pergélisol qui fait environ 1 km d'épaisseur, qui serait un mélange d'eau et de boue, quoi, une sorte de bouillasse, comme le permafrost en Sibérie. Donc, on voit que malgré cela, de temps en temps, il pourrait y avoir des écoulements d'eau, même encore aujourd'hui, des traces d'eau salée, de la saumure, qui apparaîtraient sur Mars. Donc, de temps en temps, il y a de l'eau liquide qui doit sortir à la surface et laisser des traces d'écoulement bien visibles. Donc voilà, depuis 3 milliards d'années, on est dans l'Amazonien, où le climat désertique, nous avons affaire à un climat désertique qui est glacé, un volcanisme éteint et une eau piégée dans les calottes polaires et en sous-sol. C'est du moins l'hypothèse que l'on fait. Et depuis ce temps-là, la surface apparaît comme étant rouillée. Voici ici un exemple d'échelle de robot construite par les Américains. Vous voyez le robot Curiosity. Le robot Mars 20 qui va arriver dans quelques jours sur Mars a exactement le même gabarit que Curiosity. Vous voyez qu'avec le temps, la taille des robots augmente. Et évidemment, donc, toute l'instrumentation embarquée est de plus en plus complexe et permet de faire des analyses de plus en plus fines. Et cette image, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle vous montre ici une comparaison entre certains galets présents sur Mars avec des galets sur Terre. Et ces cailloux arrondis, c'est ni plus ni moins la présence. C'est des cailloux qui ont été déposés sur Mars par de l'eau liquide sous forme de sédiments. Vous voyez que c'est très très proche des cailloux qui sont présents sur Terre. Donc vraiment, il y a plein de faisceaux qui concordent, qui suggèrent que Mars, à un moment donné, a été pleine d'eau liquide. Ça, c'est ce que je veux que vous reteniez. Mars a été pleine d'eau et on pense qu'il y en a encore beaucoup, beaucoup sous la surface. Alors avant de quitter Mars, je reviens sur une grande question qui reste encore ouverte. D'où vient le méthane martien? À supposer qu'il existe. Le méthane martien, donc le méthane, vous savez que il a été mesuré sur Mars. Ces mesures sont encore controversées. Certaines personnes ne sont pas d'accord sur cette détection. Il y a pas mal de détections qui suggèrent que le méthane existe dans l'atmosphère et d'autres mesures qui disent le contraire. Donc on est encore un peu. L'affaire n'est pas encore tranchée, mais toujours est-il que s'il y a du méthane martien, d'où vient-il? C'est comme sur Terre, le méthane terrestre a deux sources possibles. Il peut être produit soit de manière biogénique par les organismes vivants, soit de manière abiogénique par la roche et son hydratation, le fait qu'il y ait de l'eau liquide au contact avec de la roche. Et donc, sur Mars, c'est pareil. S'il y a du méthane, il pourrait y avoir une source d'ordre biologique sur Mars. Et ça pourrait être même une source ancienne. Et le méthane aurait pu être stocké entre-temps sous certaines formes dans le pergélisol. Mais toujours est-il qu'il existe une chance non nulle que ce méthane potentiellement observé, ait été produit par des organismes vivants à une époque donnée. Et ça, on le saura au fur et à mesure que les années passent, grâce à l'instrumentation qui va se raffiner, notamment la spectrométrie de masse. Donc ça, c'est une affaire à suivre.